Madame, monsieur, bonjour. Vous êtes bien sur Radio France Internationale. Il est 6h30 à Paris et à Kigali, 4h30 en temps universel et nous sommes ensemble pour une demi-heure d'informations africaines. Jérôme Bastion. Le sommet de l'Union africaine et les premières propositions de sortie de crise au Soudan du Sud, une force régionale de protection au mandat révisé et renforcé devrait y être déployée. En outre, un plan de paix préconisant la fusion des deux forces en présence a été esquissé. Le sommet de l'UA qui adopte par ailleurs une réforme cruciale pour le financement de l'organisation avec cette taxe sur les importations qui devrait assurer une autonomie agrandie vis-à-vis des bailleurs de fonds. Enfin, toujours à Kigali où sont réunis les dirigeants africains, la journée d'aujourd'hui devrait voir régler la question de la succession de la présidente de la commission de l'UA, actuellement Madame Dlamini Zuma, qui ne renouvellera pas son mandat. Ce dimanche, s'est donc ouvert à Kigali le 27e sommet des chefs d'État de l'Union africaine, un sommet marqué par un appel au déploiement d'une force régionale de protection au Soudan du Sud, en réponse à la nouvelle éruption de violence le week-end dernier dans la capitale, Djouba, entre les forces du président sud-soudanais Salva Kiir et celles de son vice-président, l'ancien rebelle Riek Machar. La question de la succession de la présidence de la Commission de l'Union africaine, Dlamini Zuma, a également été au menu des discussions. À Kigali, le compte-rendu de Stéphanie Aglietti. Cette force régionale de protection opérerait dans le cadre de la MINUS, la mission de l'ONU présente dans le pays et dont le mandat serait donc modifié. Le but de cette force serait de protéger les civils, de séparer les parties au conflit et de pacifier Djouba, la capitale. Les pays de la région réunis au sein de l'IGA demandent aussi une enquête sur la flambée de violence du week-end dernier. Les chefs d'État de l'Union africaine se sont aussi entendus sur l'adoption d'une taxe de 0,2% sur les importations pour financer l'organisation panafricaine. Autre sujet abordé lors de la réunion à huis clos des chefs d'État, la question de l'élection du successeur de Nkosazana Dlamini Zuma, la présidente de la Commission de l'Union africaine. Cela a été confirmé en fin de journée. Un vote aura bien lieu ce lundi. Reste à savoir si l'un des 3 candidats à la succession recueillera les 2/3 des voix nécessaires pour être élu ou s'il y aura un blocage. Dans ce cas, il faudra rouvrir les candidatures et voter de nouveau. Stéphanie Aglietti, Kigali, RFI. À Kigali hier, les chefs d'État africains ont également adopté le principe d'une taxe sur les importations pour financer l'Union africaine. Actuellement, le budget de l'organisation panafricaine dépend pour l'essentiel d'aides extérieures. Les explications de Francine Quentin. Une taxe de 0,2% sur les importations faites par les 54 pays membres de l'Union africaine devrait rapporter plus d'1 milliard d'euros par an. De quoi financer cette organisation de manière sûre et régulière. Pour l'instant, le budget de l'Union africaine, 700 millions d'euros prévus pour l'exercice 2016-2017, repose à plus de 70% sur l'apport des donateurs étrangers, Union européenne, États-Unis, Chine et Banque mondiale. La dépendance financière de l'organisation africaine à ses financements extérieurs est d'ailleurs souvent dénoncée. Le reste du budget est théoriquement à la charge des États membres, mais les retards et les défauts de paiement entravent le bon fonctionnement de l'organisation. D'où l'idée de cette taxe sur les importations qui ne porterait pas sur certains produits de première nécessité. Encore faut-il que l'accord de principe auquel ont abouti les chefs d'État réunis en sommet de l'Union africaine à Kigali soit effectivement suivi des faits. Déjà en 2014, une taxe sur les billets d'avion, les nuits d'hôtel et les SMS téléphoniques avait été adoptée, mais elle n'est jamais entrée en vigueur. Francine Quentin, pour rappel, cette mise en garde ferme du président en exercice, le président tchadien Idriss Déby, même si aujourd'hui le calme est revenu à Djouba, la situation n'en demeure pas moins précaire, a-t-il lancé. Je tiens du haut de cette tribune à rappeler au président Salva Kiir et à son vice-président Riek Machar leur responsabilité dans cette tragédie que traverse leur jeune nation, a-t-il ajouté. Au sommaire de ce sommet également, la succession de la présidente de la commission de l'UA, la sud-africaine Dlamini Zuma. L'Union africaine se tient à vos côtés dans votre combat pour l'autodétermination, a-t-elle lancé, elle qui ne renouvellera pas son mandat. Le Maroc avait claqué la porte de l'organisation de l'unité africaine, OUA, alors en 1984, à cause de la question du Sahara occidental.
À l'agenda du sommet africain également, la crise au Burundi. Rappelons les dirigeants africains avaient renoncé lors de leur dernier sommet en janvier à envoyer une force d'interposition de 5000 hommes dans ce pays. Sommet qui se tient en l'absence aujourd'hui du président Pierre Nkurunziza, puisque le Burundi a décidé de boycotter ce 27e sommet. Raison invoquée, l'absence de suite donnée à la plainte du Burundi concernant le soutien présumé du Rwanda à des groupes armés sur son territoire. Une politique de la chaise vide que dénonce la Sénarède. Pancras Chimpaye, le porte-parole de la principale coalition de l'opposition burundaise, demande que l'Union africaine prenne des sanctions contre le gouvernement du président Pierre Nkurunziza, qui refuse toujours de négocier avec l'opposition dans le cadre du dialogue interburundais. Écoutez-le. On regrette effectivement que ceux qui sont au pouvoir à Bujumbura refusent toute perspective d'une solution à la crise burundaise. Ils sont enfermés dans leur tour d'ivoire et tout forum qui cherche à trouver une solution, c'est Arusha, c'est Kigali, Bujumbura est en train de boycotter toutes les occasions qui devraient ramener la paix, la stabilité au pays. L'Union africaine aujourd'hui plus que jamais doit plancher sur la crise burundaise. Je pense qu'il est grand temps que le continent prenne des sanctions qui s'imposent afin de contraindre Nkurunziza à une table de négociation. Et si tel ne peut pas marcher, on doit trouver une porte de sortie en Nkurunziza afin qu'il puisse libérer le peuple burundais qui est pris en otage. Pancras Chimpaye, porte-parole de la Sénarède, interrogé par Karine Franck. Et puis, au Burundi, justement, un magistrat du nord du pays a été condamné vendredi à 3 ans de prison ferme par la cour d'appel de Ngozi. Ildefonse Ndikumwani était mis en cause pour avoir distribué des tracts injurieux au président Nkurunziza dans la ville de Kirundo. Maître Vincent Ndikurio est l'avocat du magistrat. Il s'agissait d'un montage. Ils ont essayé de monter cela et dire, écoutez, on t'a attrapé avec des papiers le matin, pas la nuit, parce qu'il a été attrapé samedi soir et c'est dimanche matin où on lui a dit, messieurs, écoutez, voici les papiers avec lesquels on t'a attrapé. Non, il ne connaissait pas les papiers, il n'avait pas les papiers, il est rentré de chez lui, venait d'un cabaret comme d'habitude, il n'avait pas les papiers, mais on a voulu faire un montage parce qu'il y avait un procès où il avait libéré quelqu'un qui avait été arrêté également par les services de renseignement au Burundi, à Kirundo. Donc pour le moment, je vais me consulter avec mon client pour voir dans quelle modalité nous puissions faire appel à la Cour suprême du Burundi. C'était Maître Vincent Ndikurio, interrogé par Amaury Auchard. RFI Mbondaka, 104.9 FM. En République démocratique du Congo, beaucoup d'émotions hier à Béni, où le cercueil de l'abbé Malou Malou est arrivé à la mi-journée avec toute une délégation conduite par l'évêque de Butembo, accompagné notamment du président actuel de la CENI. Juste le temps d'une messe avant son enterrement, demain à Butembo. Aujourd'hui, lundi, l'ancien président de la commission électorale est un fils du pays, issu de la communauté Nandé. La tristesse se lisait sur tous les visages, y compris sur celui du gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku. C'est un sentiment de douleur parce que M. l'abbé Malou Malou, c'était un maître, c'était un père, c'était un formateur. Et vous sentez l'émotion qui se lit sur tous les visages ici à Béni, où nous sommes à la première paroisse du diocèse. Et donc c'est un sentiment d'affliction que nous ressentons tous à cette occasion où nous accompagnons à sa dernière demeure M. l'abbé Malou Malou, qui est le géniteur du processus électoral, parce qu'il a conduit une grande machine que la République a connue. Tout le monde ne croyait jamais aux élections dans un pays continent. C'est grâce à ses capacités intellectuelles et managérielles qu'il a su mener à bon port ce processus. Donc, nous sommes en train de pleurer un de nos grands qui ont marqué l'histoire de ce pays après les années de l'indépendance. Julien Paluku, gouverneur du Nord Kivu, au micro de Sonia Rollet. Et puis toujours en RDC, le ministre de la Défense avait reconnu la semaine dernière que la guerre contre la rébellion ougandaise des ADF pourrait être longue. Cela fait en effet plus de 2 ans qu'officiellement les FARDC sont en opération contre cette rébellion ougandaise et presque autant qu'elle est accusée de commettre des tueries contre les populations civiles locales. Même si les massacres ne sont plus aussi fréquents et le bilan moins lourd qu'en 2014 ou 2015, les habitants du territoire de Béni ont du mal
à comprendre pourquoi le retour à la paix peut prendre autant de temps. Ils accusent les FARDC de passivité, voire même parfois de complicité avec les assaillants. L'armée de son côté se défend en parlant d'un ennemi qui connaît mieux le terrain, un terrain difficile d'ailleurs. Notre envoyée spéciale, Sonia Rollet, a accompagné les commandos congolais dans le triangle de la mort où ils traquent les ADF. Reportage. GDO conforme. En pleine forêt, une piste qui conduit au camp FARDC, situé dans l'ancien quartier général des ADF. Vous signalez notre position ? Je parle avec ceux des Madina, ceux des Canada, partout là où ils sont déployés à travers liaison Motorola. Un terrain escarpé, sa montée, sa descente, glissant à cause des pluies parfois abondantes, avec une végétation dense qui envahit la piste et face à un ennemi qui connaît cette forêt depuis plus de 20 ans. Vous voyez que même ici c'est la journée, il y a l'ombrage. Donc si les plats tactiques, l'ennemi peut facilement trouver un abri dans ces parcs-là. C'est là qui pose souvent les problèmes. Pendant les moments de fouilles, il faut vérifier par-ci, par-là, là où vous ne voyez pas plus loin. Il faudrait s'assurer que cet endroit-là a été checké. Disons que c'est un lieu qui est propice aux embuscades en fait. Tout à fait. Et les militaires racontent les ADF cachés dans les arbres qui peuvent tirer sur les patrouilles qui passent. Certains arbres portent même encore les stigmates des répliques des soldats congolais et ce n'est pas tout. Ils ont des mines qu'ils fabriquent localement. Là où ils savent qu'ici, les gens ne sauront pas passer ailleurs, c'est un passage obligé, ils mettent des mines là-bas. Quand ils sentent qu'ils sont sous pression, il y a la troupe derrière eux. Ils éplatent ça. Malgré tout, patiemment, kilomètre carré par kilomètre carré, les FARDC disent progresser face à un ennemi de plus en plus affaibli. Sonia Rollet, Béni, RFI. En bref, au Gabon, 6 candidats de l'opposition sur 13 à cette élection présidentielle d'août prochain ont exigé dimanche, à l'issue d'une réunion, la démission du président de la Commission électorale nationale et permanente, la Sénap, Monsieur René Abogué-Ella. Il est accusé d'avoir imposé la validation de la candidature du président sortant, Ali Bongo Ondimba, alors que celui-ci a introduit un nouvel acte de naissance présumé faux dans son dossier de candidature. Au Mali maintenant, la ville de Djenné vient d'être classée patrimoine en péril par l'UNESCO. La ville a perdu son grade de patrimoine classé, notamment en raison de l'insécurité qui affecte les sites. Faute de revenus traditionnellement générés par le tourisme, les habitants se sont tournés vers des activités moins rémunératrices telles que la poterie ou le petit commerce, et cela ne suffit pas à subvenir à leurs besoins, et encore moins à l'entretien de leur maison. Difficile dans de telles conditions de préserver l'architecture d'origine de leur maison pour respecter les contraintes liées au classement de l'UNESCO. Binta Diagne. Mamadou Diawara est guide touristique. À cause de la crise du tourisme, ce guide a dû se reconvertir dans le bénévolat. Faute de revenus, cet habitant n'est plus en mesure d'entretenir sa maison faite de banco. Pour enduire correctement son domicile, il lui faut acheter du son de riz. Mais le prix de ce produit a quasiment triplé. Du coup, Mamadou Diawara rafistole quand il le peut certaines parties dégradées de sa maison. Toute l'activité à Djenné, elle est moche maintenant parce qu'avec les crises qui a tout détruit. Donc la population n'arrive même pas à manger avant de construire. Même moi qui est en train de parler, avant, au temps normal, ma maison est bien entretenue. Mais aujourd'hui, en voyant ma maison, c'est dégradé, c'est très dégradé. Pendant la saison de pluie, sur les plafonds en haut, il y a l'eau qui coule chez moi. Au cœur de Djenné, plusieurs maisons sont tombées. Selon plusieurs témoignages, la grande mosquée est toujours préservée. Les zones marécageuses et leurs sites archéologiques qui encerclent Djenné sont aussi menacés, comme le constate Mamadou Samaké, gestionnaire du patrimoine à la maison culturelle de Djenné. Les sites sont agressés par des constructions qui sont tout autour aux environs du site, qui sont les zones protégées. Ces zones sont morcelées aujourd'hui par les propriétés coutumières et données comme habitation. Le mouvement des populations peut impacter le site et à la longue, le site peut être détruit complètement par l'activité humaine autour du site. Pour sauver le patrimoine, des guides touristiques se sont portés volontaires pour faire du porte-à-porte afin de sensibiliser les habitants sur l'importance de préserver l'architecture de la ville. Binta Diagne. Afrique Matin sur RFI. Jérôme Bastion. Tout de suite, notre invité sera François Fall, vice-président de la commission de l'IGAD, qui revient sur la situation au Soudan du Sud. Ensuite, nous ferons avec Frédéric Couteau le tour de la presse africaine. Et puis, bien sûr, nous parlerons sport. RFI.
Un témoignage aujourd'hui sur Afrique Matin de RFI, celui d'une grande personnalité africaine qui a vécu les affrontements meurtriers à Djouba il y a 10 jours. François Fall est le vice-président de la commission de l'IGAD qui suit et évalue l'accord de paix du mois d'août 2015 au Soudan du Sud. L'ancien premier ministre de Guinée-Conakry, de passage à Kigali à l'occasion du 27e sommet de l'Union africaine, répond aux questions de notre envoyé spécial à Kigali, Christophe Babouvier. François Fall, bonjour. Bonjour. Vous étiez à Djouba quand les combats ont éclaté. Qu'est-ce qui a déclenché la bataille ? Nul ne saurait le dire aujourd'hui. Ce que je peux dire, c'est que nous-mêmes, nous n'étions pas loin. Nous étions à un pas du palais présidentiel. On était en réunion avec la communauté internationale, pas loin de la présidence, lorsque nous avons entendu les coups de feu. Et donc, les deux étaient en réunion. Le président était en réunion avec ses deux vice-présidents quand les deux gardes présidentiels se sont affrontés à l'extérieur. Alors, qui a déclenché ? On ne sait pas. Mais nous savons que quelques jours auparavant, il y avait eu quelques incidents en ville. C'est-à-dire qu'en fait, les combats ont éclaté quand Salva Kiir et Riek Machar se sont trouvés ensemble dans le même bâtiment avec leurs deux gardes côte à côte, c'est ça ? Non, pas exactement. Vous savez, il y a eu quelques incidents 2 jours auparavant. Et le président Salva Kiir a appelé ses deux vice-présidents, dont le premier vice-président, Riek Machar. Ils étaient en réunion au palais. Comme vous savez, Riek Machar a été autorisé, selon l'accord de l'IGAD, à avoir sa garde présidentielle. Donc il était venu avec une 50aine d'hommes armés qui étaient restés en dehors du palais présidentiel. Donc ils se sont affrontés à l'extérieur et les combats se sont déroulés finalement à l'intérieur du palais. Oui, parce que les gardes de Riek Machar ont réussi à s'introduire à l'intérieur du palais, c'est ça ? Apparemment. Mais je sais que la plupart des combats se sont déroulés à l'extérieur. Et apparemment, les hommes de Machar ont été pratiquement exterminés, ceux qui étaient présents. Ceux de Salva Kiir ont eu largement le dessus. Ils étaient naturellement plus nombreux. Ils ont eu le dessus ce jour-là. Et Machar s'est trouvé tout seul. Et finalement, c'est le président Salva Kiir qui lui a accordé une escorte pour le ramener chez lui. Les combats ont commencé quelques heures avant le jour du 5e anniversaire de l'indépendance du Soudan du Sud. Est-ce que c'est seulement une coïncidence ? Oui, c'est absolument une coïncidence. Je crois que c'est une coïncidence. Depuis l'accord de paix du mois d'août 2015, il est donc prévu que 2 forces hostiles cohabitent à l'intérieur de Djouba. Est-ce que ce n'est pas une grosse imprudence ? Aujourd'hui, tout le monde est d'accord que ça n'a pas marché. On ne peut pas avoir 2 armées face à face dans une ville et avoir la paix. Nous avons essayé de réduire au maximum le nombre de militaires alloués à Machar. Et finalement, dans un premier temps, il a été autorisé à amener 1370 personnes, dont 400 militaires pour sa garde présidentielle, et les autres devaient rentrer dans les forces de police. Mais évidemment, les faits prouvent aujourd'hui que ça a été une erreur et qu'il faut revoir ce dispositif. Alors justement, que propose le nouveau plan des pays de la communauté de l'IGAD d'Afrique de l'Est ? Ce que nous avons proposé, c'est que l'on change de mandat des forces des Nations Unies. Vous savez qu'il y a 12 000 hommes des Nations Unies qui sont au Soudan du Sud. Mais le mandat, c'est pour la protection civile. Donc il faut changer ce mandat. Le secrétaire général lui-même a demandé l'extension de ses forces. Mais nous demandons que le Conseil de sécurité revise le mandat afin que les forces des Nations Unies puissent assurer non seulement la sécurité de l'équipe de Machar lui-même, mais aussi les installations, les aéroports et autres, et aussi les populations civiles. Nous attendons que le Conseil de sécurité se prononce sur cette question. 12 000 hommes, est-ce que cela va suffire ? Il a été demandé le renforcement des forces. Alors justement, en renfort, on envisage, je crois, des forces africaines. Nous préférons des forces africaines, c'est ce qui est demandé. Mais vous savez qu'il y a au Sud-Soudan, il y a des forces qui ne sont pas seulement des forces africaines. Mais ce qui est demandé cette fois-ci, c'est des forces africaines pour venir renforcer ce qui existe déjà. Alors ce seraient des forces qui viendraient de quel pays ? Des pays de la sous-région ? On parle des pays de la sous-région, on parle du Rwanda, on parle de la sous-région, mais cela dépendra du Conseil de sécurité pour savoir quels seront les pays contributeurs de troupes. Est-ce que cette future force africaine s'intégrerait à la force de l'ONU ou est-ce qu'elle resterait séparée ? Pour le moment, nous n'avons pas parlé, si vous avez vu le communiqué, nous ne parlons pas de force africaine. En ce moment, les forces des Nations Unies vont s'interposer et vont protéger les populations, vont protéger Machar et vont assurer la sécurité dans la ville. Au-delà du renforcement de cette force des Nations Unies, est-ce qu'il ne faut pas mettre fin à la cohabitation de ces 2 armées hostiles dans la capitale ? Bien sûr, il était prévu le cantonnement des forces. Toutes les forces devaient être comptées, à l'exception des forces présidentielles qui devaient assurer la sécurité du président et du vice-président. L'objectif, c'est de former une armée commune. Nous avons commencé. Le problème, François Fall, c'est que depuis ce samedi, on ne voit ni Salva Kiir ni Riek Machar à Kigali. Ils ne sont pas venus, ils sont restés à Djouba. Pourquoi ? Nous avons rencontré le président Salva Kiir il y a 3 jours avant notre arrivée ici. Et la situation certainement commande qu'il reste sur le terrain. Par contre, Machar, nous avons parlé avec lui au téléphone, nous avons le contact téléphonique, nous ne savons pas encore où il est.
Ils se parlent, le président Machar lui-même et Salva Kiir, ils se parlent au téléphone. Nous espérons qu'après ce sommet, nous allons tout mettre en œuvre une fois qu'on est sûr que les forces des Nations Unies pourraient assurer la sécurité de Machar, que Machar va réapparaître. Il y a eu un conseil de ministres hier auquel les ministres de Machar ont participé. En fait, ce que vous dites, c'est que Salva Kiir est à Djouba, mais Riek Machar, on ne sait pas où il est. Pour le moment, nous ne savons pas où il est, mais nous savons qu'il est à Djouba. Il n'a pas quitté le pays. Il n'est pas dans sa résidence de la périphérie de Djouba ? Non, la résidence là où il résidait, ça a été détruit entièrement. Nous ne savons pas où il est, mais nous avons le contact téléphonique avec lui. Nous espérons qu'une fois que nous allons régler le problème de sa sécurité, il va réapparaître, puisque et lui et le président sont d'accord qu'il reste le premier vice-président, ce qui est un atout. François Fall, merci. François Fall au micro de notre envoyé spécial au sommet de l'Union africaine à Kigali, Christophe Boisbouvier. Jérôme Bastion. Tout de suite, le tour de l'actualité internationale de ce lundi 18 juillet. La répression continue de s'abattre en Turquie. 3 jours après la tentative de coup d'État, le président Erdogan promet d'extirper le virus factieux de l'armée, je cite. Il évoque le possible rétablissement de la peine de mort. 6000 personnes ont été arrêtées, essentiellement des juges et des militaires. Une répression qui inquiète en Europe. Les ministres des Affaires étrangères de l'UE se réunissent aujourd'hui à Bruxelles et ils vont appeler le pouvoir turc à la retenue et au respect des droits de l'homme. 1 minute de silence aujourd'hui en France, à midi, au dernier jour du deuil national. L'enquête sur le massacre de Nice révèle que le tueur préparait son acte depuis plusieurs jours. Il semble avoir bénéficié de complicité. 7 personnes sont en garde à vue. L'enquête se poursuit. Nouvelle fusillade aux États-Unis. Pour la 2e fois en quelques jours, des policiers sont visés. 3 policiers de bâton rouge ont été tués hier dans une embuscade. Le tireur, à nouveau un ancien militaire, a été abattu. Barack Obama dénonce un acte commis par un lâche, je cite. Les États-Unis et l'investiture de Donald Trump pour la présidentielle aujourd'hui. La convention républicaine se réunit à Cleveland, dans le nord du pays. Le milliardaire sera officiellement désigné candidat du parti pour la présidentielle de novembre. Il affrontera, vous le savez, Hillary Clinton. RFI. Et voici Frédéric Couteau qui nous a rejoint dans ce studio pour la revue de presse africaine. Bonjour Frédéric. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. À la une du plein sur la planche pour l'Union africaine. Oui, le 27e sommet de l'Union africaine se referme ce lundi à Kigali au Rwanda et les chefs d'État ou de gouvernement des 54 pays du continent sont confrontés à des dossiers plutôt brûlants. La recrudescence de violences au Soudan du Sud, la crise au Burundi, le terrorisme transnational, le positionnement de l'institution africaine vis-à-vis de la CPI, la Cour pénale internationale, l'éventuelle réintégration du Maroc au sein de l'instance ou encore l'élection du nouveau président de la Commission. Union africaine cherche second souffle, titre Le Point Afrique. L'Union africaine en quête d'un nouveau départ, renchérit Fassozine. Si l'élection en 2012 de Nkosazana Dlamini Zuma avait suscité fierté et espoir, laissant entrevoir une nouvelle ère pour l'institution panafricaine, le désenchantement est quasi unanime 4 ans après, estime le site d'information burkinabé. La première femme à diriger l'auguste commission de l'Union africaine n'a pas réussi à emballer les Africains, ni même à redonner visibilité et lisibilité à ses actions, bien au contraire, aussi bien de l'intérieur du palais de verre qui abrite le siège de l'organisation à Addis Abeba en Éthiopie qu'à l'extérieur, sur le terrain des crises sociopolitiques ainsi que des défis économiques et sanitaires qui ont éprouvé les populations. L'Union africaine est apparue ces 4 dernières années bien fébrile, en panne d'inspiration et parfois complètement aphone, inexistante. Alors, que peut-on encore attendre de l'UA, s'interroge le pays, toujours à Ouaga. Tant que l'Union africaine ne cessera pas d'être un outil au service des têtes couronnées africaines pour se muer en structure au service des intérêts véritables des peuples, les Africains ne doivent rien attendre de bon de sa part par rapport aux grands défis qui se posent à leur continent, affirme le pays. C'est cette triste réalité, pointe le quotidien burkinabé que maître Hervé Kam, porte-parole du ballet citoyen, a asséné au nom des organisations de la société civile africaine à l'occasion de ce 27e sommet de l'Union. Nul doute que cette vérité fera rougir des yeux à Kigali. Le quotidien aujourd'hui se concentre, lui, sur la succession de Madame Dlamini Zuma, qui de l'équato-guinéen Agapito Mbamokui, de la botswanaise Pelonomi Venson Moitol ou de l'ougandaise Pecioso Vandira Kassibwe remplacera la sud-africaine Nkosazana Dlamini Zuma à la tête de la commission de l'Union.
à moins que l'on ne repousse cette élection au 28e sommet à Addis Abeba en janvier 2017 pour permettre d'allonger cette shortlist en y inscrivant notamment le Tanzanien Jakaya Kikwete ou encore le Sénégalais Abdoulaye Bathily. Une option d'ailleurs sérieusement envisagée par le quotidien Enquête au Sénégal qui estime qu'Abdoulaye Bathily a toutes ses chances. Il part avec l'avantage d'avoir le soutien des pays de la CEDEAO, de beaucoup de pays au sein de l'UA, dont les palais ne lui sont guère étrangers, ainsi que des grands lobbies et bailleurs étrangers de l'Union africaine, ce qui n'est pas rien. Et puis le site guinéen Ledjeli.com s'intéresse lui à l'éventuel retour du Maroc au sein de l'Union africaine. Se rappelle, le Maroc avait quitté l'UA en 1984. Une évolution qui pourrait se justifier par la nécessité pour le royaume chérifien de rompre son isolement et d'agrandir son influence, notamment dans l'optique de la rivalité avec le voisin algérien. Signe révélateur pour le site guinéen. On assiste depuis ces dernières années à une ruée systématique de la diplomatie marocaine vers l'Afrique du Sud du Sahara, l'Afrique au sud du Sahara, comme jadis avec Kadhafi. Mohamed VI, le chéquier à portée de main, effectue de plus en plus de tournées au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Guinée ou encore au Gabon, etc. etc. En fait, pointe Ledjeli.com, le premier objectif que vise le Maroc est d'ordre économique et se justifie par l'expansionnisme qu'ambitionne le royaume, comme le démontrent les nombreux accords bilatéraux que l'État marocain a désormais avec bien des pays africains. Le Maroc entend prendre sa part dans la forte croissance que l'on prédit pour l'Afrique. Et enfin, le premier passeport panafricain, pointe le site de Jeune Afrique. Oui, la cérémonie qui a eu lieu hier lors de l'ouverture du sommet se voulait symbolique, relate Jeune Afrique. Idriss Déby et Paul Kagame se sont vus remettre leur tout nouveau passeport africain par Nkosazana Dlamini-Zuma. Ne négligez pas l'importance de ce moment, a déclaré Déby, en brandissant son nouveau passe-muraille. C'est une étape historique. En le recevant, a-t-il dit, je me sens le premier Africain. Mon frère Paul, a-t-il poursuivi en plaisantant, est le deuxième. Merci Frédéric Couteau. Frédéric Couteau pour la revue de la presse africaine. Découvrez le site des savoirs de RFI, la nouvelle bibliothèque virtuelle qui vous permet de tout comprendre sur l'histoire, les sciences, la santé et bien d'autres sujets. Plongez dans les dossiers organisés par thème pour apprendre et enseigner avec des cours de français, approfondir vos connaissances et rejoignez la communauté sur savoir@rfi.fr. RFI Savoir, les clés pour comprendre le monde en français. Vivez votre passion du sport avec MoneyGram, transfert d'argent. Et puis, c'est l'heure des sports maintenant sur Afrique Matin avec Pierre Chaperon qui vient de prendre sa place derrière le micro de RFI. Bonjour Pierre. Bonjour Jérôme. Le football pour débuter, suite et fin des Coupes d'Afrique des clubs. On débute par la Coupe de la Confédération. Pas de vainqueur entre Béjaïa et Mazembe. Pas de vainqueur entre Algériens et Congolais. Score final 0-0, un résultat positif selon l'entraîneur du TP Mazembe, Hubert Velud. On prend encore un point aujourd'hui à l'extérieur en 3 matchs, 2 matchs à l'extérieur. Aujourd'hui on a 7 points donc ça reste positif. Le match globalement maîtrisé aussi, avec quelques occasions de but où on aurait pu faire la différence. Mais le Mob a vendu chèrement sa peau, a fait un bon match, a été à la hauteur de l'enjeu et du match. Et en fin de match, ils auraient pu même nous inquiéter plus. Si on peut formuler un vœu aujourd'hui, comme on est sur la terre de Kabylie et la terre d'Algérie, mon vœu le plus cher, c'est que les 2 équipes se qualifient. Pas de vainqueur et donc que des heureux. L'entraîneur du Mouloudia Béjaïa, Nasser Sanjak, se félicitait après la rencontre et ce nul face à un grand d'Afrique. Les premiers joueurs pour une première, jouer comme ça un grand d'Afrique, c'est bon pour la suite, c'est bon pour eux, c'est bon pour le parcours, c'est bon pour la nouvelle construction de cette équipe qu'on a mis en place là. Là, ils montrent ouvertement qu'ils sont capables d'imposer leur jeu, de jouer et de faire des choses intéressantes. Maintenant, on va faire un match retour au TP Mazembe là-bas. On sait que ça va être un autre match, une autre configuration. Mais ce qu'ont fait les joueurs aujourd'hui, je leur tiens encore mon chapeau. Surtout avec ce qui s'est passé en début du match, qui était quand même important. Quand vous changez pratiquement votre ligne défensive, vous changez carrément votre milieu de terrain, ça a été compliqué pour nous. Mais bon, les joueurs sont adaptés, ils m'ont montré qu'ils étaient capables, comme au Ghana,
de remonter les manches et d'être très présent dans un match aussi difficile que ça. Propos recueillis par Pascal Mwangala. Au classement du groupe, le TP Mazembe est en tête avec 7 points. C'est 2 de plus que leur adversaire du soir. Les Ghanéens de Medeama suivent avec 2 points. Les Tanzaniens des Young Africans ferment la marche avec une petite unité. On passe maintenant à la Ligue des Champions pour le compte du groupe B. Victoire des Mamelodi Sundowns. Succès de buts à 1 pour les Sud-Africains sur le terrain des Égyptiens du Zamalek du Caire. Bonne opération au classement pour Mamelodi puisque dans ce groupe réduit à 3 suite à l'exclusion de l'entente sétif, Sundowns mène le train avec 6 points. Le Zamalek a 3 points. Les Nigérians d'Enyamba sont derniers avec 0 points. Toujours en football, coup dur pour Demba Ba. Oui, l'international sénégalais qui joue au Shanghai Shenhua dans le championnat chinois s'est blessé lors d'une rencontre de championnat. La jambe gauche de l'attaquant s'est brisée. Les images sont impressionnantes. On ne sait pas encore la durée de son indisponibilité. Merci Pierre. Tout de suite le journal. Le journal des sports Afrique vous a été proposé par MoneyGram Transfert d'argent. Plus de 30 000 points de vente MoneyGram à votre service partout en Afrique. MoneyGram, le lien qui vous rapproche.